Bonjour à toutes et à tous. Pour nous, c'est un plaisir, d'avoir, Julien, Maigret aujourd'hui qui va nous parler, et faire une introduction au groupe polonais et à la théorie des modèles. Donc, je te laisse la parole Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, comme on disait juste avant de commencer, je voudrais rappeler la situation de mon collègue Tuna Eltinel, qui est retenu en Turquie depuis 2 ans, qui a fait 80 jours de prison pour avoir participé en France à une réunion légale. Donc, si j'ai bien compris, les transparents de mon exposé sont maintenant en ligne sur le site. Si vous cliquez sur la photo qu'on voit là, vous serez amené vers la page du comité de soutien qui suggère des actions pouvant être menées par tous et toutes pour essayer de permettre à Tuna de récupérer ses papiers. Entre autres, bêtement partager sur les réseaux sociaux si jamais vous êtes un utilisateur des vidéos de soutien. Enfin, le comité de soutien essaye de faire un peu de bruit autour de sa situation qui s'éternise maintenant. Voilà, alors maintenant je vais parler de mathématiques, et essayer de faire une introduction très générale au groupe polonais, essayer de voir que c'est une classe de groupes topologiques assez variée où on ne peut pas vraiment espérer avoir une théorie générale, mais néanmoins on a des méthodes qui permettent de démontrer un certain nombre de résultats intéressants, et l'axe aujourd'hui, c'est des résultats qui sont en lien avec la théorie des modèles et les groupes d'automorphisme. Alors, si ça veut bien défiler, déjà le mot groupe polonais, il est associé à l'histoire de Bourbaki, c'est un mot qui a été proposé par Godman en 1949. Là, l'extrait que j'ai mis, c'est dans le tome 4 du cours d'analyse de Godman, et l'idée, c'était dans les termes employés par Godman, c'est de rendre hommage au rôle joué par les mathématiciens polonais, Banach, Sierpiński, Ulam, Steinhaus, dans le développement de la théorie des espaces polonais plutôt que des groupes polonais. Alors maintenant, on va donner les définitions de base. Donc un groupe polonais, c'est un groupe topologique, ce qui signifie que les opérations de groupe, multiplication et inverse sont continues. Donc il y a une topologie et on demande que les opérations de groupe soient continues. La topologie doit être maîtrisable et même maîtrisable par une distance complète, donc où les suites de Cauchy convergent, et on demande aussi est-ce que le groupe soit séparable, donc, ce qui est équivalent à dire qu'il y a un ensemble dénombrable, au plus dénombrable dense, ou bien une base d'ouvert qui est au plus dénombrable. Il faut tout de suite comprendre que la combinaison de la séparabilité et de la complétude vont nous permettre d'utiliser de manière très efficace le théorème de Baire, et que donc les deux propriétés sont vraiment fondamentales. Si on enlève une des deux, on change complètement la puissance de ce qu'on peut démontrer. Donc le terme vient du terme d'espace polonais qui s'applique aux espaces topologiques maîtrisables par une distance compatible complète et séparable. Ça, c'est le terme qu'on doit à Godman, et on parle d'espace métrique polonais quand on a un espace qui est métrique, cette fois-ci la distance est fixée, séparable et complet. Donc dans un groupe polonais, la distance complète n'est pas fixée a priori, et ne va en général pas avoir de bonnes propriétés de préservation sous les opérations de groupe. On ne demande pas du tout que la distance soit invariante, par exemple par translation du groupe, parce que ça serait trop restrictif en général. Quelques exemples de groupes polonais. L'idée de ce transparent-là, c'est surtout de convaincre que ces exemples sont vraiment très différents et que ça ne serait pas raisonnable d'espérer une théorie unifiée de tous ces objets-là. Déjà, tout groupe dénombrable avec la topologie discrète est bêtement polonais. On n'a sans doute pas envie d'en parler comme d'un groupe polonais, mais c'est un groupe polonais. L'origine de la théorie, c'est plutôt R, vu comme groupe additif, Rn, où le groupe additif sous-jacent à un espace de Banach séparable. Donc la séparabilité, simplement parce que ça fait partie de la définition des groupes polonais. Une classe historiquement très importante, très étudiée à cause de la mesure de R et de la théorie de Fourier, c'est des groupes localement compacts, maîtrisables et séparables, donc à base dénombrable de voisinage de l'identité. Ils sont tous polonais, et en fait, on a mieux qu'une distance complète, on a une distance qui est invariante par translation à gauche, et dont les boules fermées sont compactes. Donc, en particulier, une telle distance est automatiquement complète. Donc, les groupes localement compacts, ce sont des groupes polonais avec des propriétés, groupes localement compacts séparables, maîtrisables,
Ce sont des groupes polonais avec des propriétés particulièrement sympathiques. Mais la classe est bien plus vaste que ça. Par exemple, si vous prenez un espace compact maîtrisable et que vous prenez son groupe d'homéomorphisme, que vous munissez de la topologie de la convergence uniforme, vous obtenez un groupe polonais. Je pense qu'on ne sait pas si tout groupe polonais est de cette forme. Je crois que ça, c'est un problème ouvert. Si vous prenez un espace métrique complet séparable, un espace métrique polonais, vous pouvez considérer, c'est plutôt en lien avec la géométrie, là, son groupe d'isométrie, les bijections qui préservent la distance. On le munit de la topologie de la convergence simple et on obtient de nouveau un groupe polonais. Et là, en fait, on obtient tous les groupes polonais de cette façon. Ça, c'est un théorème de Gao et Kekris autour de l'an 2000. Groupe polonais, c'est pareil que groupe d'isométrie d'un espace métrique polonais. Et ici, l'idée, c'est que des mêmes groupes polonais peuvent apparaître comme groupes d'isométrie de différents espaces ou comme groupes d'automorphisme de différentes structures, ce qu'on verra après. Et du point de vue de la théorie des modèles, ce qui sera particulièrement important, c'est quand on a une structure naturelle associée à un groupe polonais, que la structure a des bonnes propriétés pour pouvoir avoir vraiment un échange fructueux entre les notions. Donc, maintenant, je voudrais donner un exemple qui est l'exemple fondamental pour les théoriciens des modèles, tellement simple qu'ils n'en parlent, enfin, qu'ils ne le voient même plus parfois. On regarde les groupes des bijections de n dans lui-même. Donc là, S infini, parfois cette notation est utilisée pour les bijections à support fini. Là, c'est vraiment le groupe de toutes les bijections, qui est un sous-ensemble de l'espace produit n puissance n. Et je peux le munir de la topologie induite, ici pour la topologie produit où n à la distance discrète. Donc une distance compatible, vous prenez deux permutations, deux bijections sigma et tau. Vous regardez pendant combien de temps elles coïncident et vous posez comme distance 2 puissance moins n, où n est le premier indice. Alors là, je crois que j'ai décalé ma distance d'un indice 2 par rapport à la définition habituelle. n est le premier indice où je pense que j'aurais dû mettre inférieur strict pour avoir la distance habituelle. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Donc vous obtenez une distance qui mesure précisément sigma de 0 égale taux de 0, sigma de 1 égale taux de 1, etc. Soit elles sont égales pour tout n, dans ce cas-là, la distance est nulle, soit elles finissent par être distinctes, et c'est ce n-là qui nous sert à définir la distance. Cette distance, si vous composez à gauche sigma et tau par une même bijection, vous n'allez pas changer les indices où sigma et tau prennent des valeurs distinctes. D'accord? Donc cette distance est invariante par multiplication à gauche. Le problème, c'est qu'elle n'est pas complète. Donc là, je vais faire un dessin pour mon exemple. Si vous prenez, donc sigma i, c'est censé être une bijection. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle bouge, elle fait comme le n donne n plus 1 jusqu'au rang, alors il faudrait que j'essaye d'être cohérent, jusqu'au rang i. Donc elle fait sigma de n, c'est n plus 1. Puis, elle se rappelle qu'elle a besoin d'être une bijection et que donc, elle a besoin de revenir en 0, puisqu'il faut avoir 0 dans l'image. Et après, elle se dit, j'ai fait mon travail, je boucle, je fixe tous les éléments plus grands. D'accord? Donc ça, c'est mon application sigma i. C'est bien une bijection. Et si sigma i et si i et j sont tous les deux plus grands que n, la distance entre sigma i et sigma j, elle est plus petite que 2 puissance moins n, puisqu'elle coïncide sur les n premiers entiers. Le moment où sigma décide de revenir en arrière arrive après n. Donc cette suite-là est une suite de Cauchy, mais si vous regardez la suite des sigma i de 0, des sigma i moins 1 de 0, la suite des antécédents, elle ne converge pas du tout. Donc, c'est une suite de Cauchy pour cette distance, mais qui ne converge pas vers une bijection. Elle converge naturellement vers une injection de n dans n, l'application qui a n associe n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça? On se rend compte que le problème, c'est qu'on n'a pas pris en compte la suite des inverses de 0, ici, et donc on a besoin non seulement que la suite sigma i soit une suite de Cauchy pour cette distance, mais que la suite des inverses soit aussi une suite de Cauchy pour cette distance. Donc on met une nouvelle distance qui mesure
distance de sigma à taux plus distance de sigma moins 1 à taux moins 1. On n'a pas changé la topologie, l'inverse était déjà continu pour la topologie produit, mais on a changé la complétude. D'accord? Donc maintenant, j'ai une distance compatible complète. Ce que j'ai perdu, c'est l'invariance de la distance par translation à gauche. Là, c'est naturel de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une meilleure distance ou une meilleure structure sur ce groupe? En fait, il suit d'une combinaison d'un théorème de Gauguin et d'un théorème de Kekris et Rosendahl que la topologie que je viens de décrire sur S infini, c'est la seule topologie de groupe séparable et séparé. Donc il n'y a pas vraiment de choix, c'est la seule possibilité pour en faire un groupe séparable, séparé, en particulier la seule possibilité pour en faire un groupe polonais. Et on va parler un peu plus tard de structure uniforme. Il n'est pas possible de munir ce groupe d'une distance complète et invariante à gauche, parce que deux distances invariantes à gauche sur un groupe topologique, elles ont les mêmes suites de Cauchy. Donc l'une est complète si et seulement si l'autre est complète. Okay. Donc ça, c'est pourquoi c'est fondamental pour les logiciens, parce que c'est le groupe d'automorphisme, j'en parlerai un peu plus tard, mais d'une structure qui est les entiers avec seulement l'égalité. C'est la structure la plus simple possible, et du coup, les autres groupes d'automorphisme vont être des sous-groupes de ce groupe-là. Donc c'est l'archétype d'un groupe d'automorphisme d'une structure dénombrable, et j'en profite pour mentionner que si vous regardez les boules centrées en l'identité de rayon 2 puissance moins n pour ma distance ici, ce sont des sous-groupes, puisque c'est des stabilisateurs des entiers entre 0 et n. Donc on a une base de voisinage pour la topologie qui est constituée de sous-groupes. Ça, c'est quelque chose qui caractérise les sous-groupes de S infini. Maintenant, je vais mentionner un exemple lié à la théorie ergodique et à l'exposé de François Lemaître demain, qui est le groupe d'automorphisme de ce qu'on appelle l'algèbre de mesure. C'est ce que veut dire Malg ici. On regarde les parties mesurables de 0,1 munies de la mesure de Lebesgue, qu'on identifie à mesure nulle près, et on met une distance sur cet ensemble qui est la mesure de la différence symétrique de A et de B. D'accord? Donc, si la différence symétrique est de mesure nulle, on identifie les deux parties. Donc, il y a une opération de quotient. Haute de 0,1 lambda, qui joue un rôle important dans l'exposé de François, c'est le groupe des bijections de 0,1, mesurables d'inverse mesurable, et on les identifie si elles coïncident. Ah, et j'ai oublié d'écrire, qui préserve la mesure quand même. Qui préserve ma mesure, sinon c'est un peu triste, et on les identifie à mesure nulle près. Donc, cette algèbre de mesure, c'est un espace métrique. Bon, le fait que la distance que j'ai écrite soit bien une distance, c'est à peu près immédiat à vérifier. La séparabilité, ça vient par exemple du fait que ça vient de la régularité de la mesure. Les combinaisons de booléennes d'intervalles d'extrémité rationnelle sont denses. La complétude, c'est un vrai exercice de théorie de la mesure que je ne vais pas faire. Haute de 0,1 lambda, où donc il faut rajouter que mes bijections préservent la mesure, j'insiste, j'ai oublié de l'écrire, c'est le groupe des isométries de cet espace qui fixe la classe de l'ensemble vide. Donc, le groupe des isométries d'un espace métrique polonais, j'ai dit que ça a été un espace polonais pour la topologie de la convergence simple. Et là, on regarde celle qui fixe un point, qui est une condition fermée pour la topologie de la convergence simple. Donc, on obtient bien un groupe polonais. C'est de nouveau la seule topologie de groupe séparé et séparable possible sur ce groupe-là. Et cette fois, ça suit d'un théorème de Glasner et d'un théorème d'Itaï-Baniakov, Alex Berenstein et moi-même. Donc l'idée, c'est que sur les gros groupes polonais, on a fréquemment une seule topologie qui n'a pas trop d'ouvert compatible avec la structure de groupe, ce qui explique l'interaction forte entre la structure et le groupe d'automorphisme. Bien. Maintenant, je voudrais essayer de donner quelques exemples de théorèmes autour des groupes polonais qui illustrent d'une part ce qui se passe quand on sort du cadre localement compact,
et d'autre part qui donne une idée des méthodes qu'on peut appliquer dans ce contexte-là, même si évidemment je vais démontrer que des choses relativement simples pour des contraintes de temps et puis en plus être à distance. Donc si vous avez déjà vu des groupes localement compacts, vous avez vu la mesure de R, qui est, on demande d'avoir une mesure sigma fini invariante par translation à gauche. Il y a un théorème fameux de Weil qui dit que, bon, en donnant un énoncé plus précis, mais qui dit qu'un groupe qui aura vraiment une mesure de R est naturellement un groupe localement compact. Là, l'énoncé du LAM qui est plus simple à démontrer, c'est prenez un groupe polonais et au lieu de demander qu'il ait une mesure invariante, donc je vais quand même peut-être rappeler ce que veut dire G étoile mu. G étoile mu, si mu est une mesure borélienne, G étoile mu de A, c'est la mesure de G-1A. D'accord, c'est une nouvelle mesure. G agit naturellement sur l'espace des mesures sur G. On vous demandait une mesure borélienne, sigma fini, non nulle, et vous ne demandez pas que mu soit invariante, vous demandez simplement que mu et G étoile mu aient les mêmes ensembles négligeables. D'accord, ce qui est beaucoup moins fort a priori que demander l'invariance, et quand même, dans ce cas-là, G est localement compact. Donc, quand on sort du cadre localement compact, on perd complètement les méthodes liées à la mesure de A. Alors, preuve, un peu en agitant les bras, parce que il reste du travail pour compléter la preuve. Un argument de régularité des mesures garantit que si mu est une telle mesure, il doit exister un compact qui est de mesure strictement positive. Bon, fini, ce n'est pas très grave. Si vous regardez le groupe engendré par ce compact, si le groupe est d'indices non dénombrables, alors vous avez, disons que K est de mesure 1 pour simplifier. Si ce groupe est d'indices non dénombrables, ben vous vous retrouvez avec une infinité non dénombrable de parties de mesure 1 disjointes, les morceaux de K qui sont dans H, et ça interdit que la mesure soit sigma fini, essentiellement parce qu'une famille sommable doit être au plus dénombrable. Du coup, nécessairement, le groupe engendré par ce compact est d'indices finis. Alors là, je suis peut-être allé un peu vite sur mon transparent, mais qu'est-ce que c'est ce groupe H? C'est exactement la réunion sur M des éléments qui s'écrivent comme un produit de O plus M, éléments qui viennent de K et K-1. Donc ça, c'est les produits K1, K2, etc. jusqu'à Km. Et du coup, H est sigma compact, puisque c'est le groupe engendré par un compact. Par Baire, la réunion d'un ensemble dénombrable de translatés de H, ce qui témoigne que H est d'indice au plus dénombrable, c'est encore une réunion dénombrable de translatés de quelque chose qui est sigma compact, c'est encore sigma compact. Donc c'est une réunion dénombrable de Fermé. Je viens d'écrire mon groupe polonais G comme la réunion d'une union dénombrable de Fermé. C'est là qu'intervient Baire pour affirmer que un de ces fermés doit être d'intérieur non vide. Un de ces fermés doit être d'intérieur non vide, ça veut dire qu'une de ces parties K union K-1 puissance M est d'intérieur non vide, mais ces parties-là, par continuité des opérations de groupe, K union K-1 c'est un compact, et l'opération qui a x1, etc., jusqu'à xm associe le produit des xi, elle est continue. L'image d'un compact est compact, on vient de trouver un compact d'intérieur non vide dans G, qui revient à dire que G est localement compact. Qu'est-ce qu'on voit dans cette preuve? C'est d'une part que les propriétés de régularité liées au fait qu'on travaille avec des espaces polonais sont utiles, et d'autre part, on voit ici typiquement une utilisation vraiment typique du théorème de Baire, qui est, j'ai des choses dont je sais qu'elles sont compactes, ou fermées, j'arrive à recouvrir le groupe par une union dénombrable de translatés de ces parties-là, et je viens de trouver quelque chose qui est d'intérieur non vide et qui est dans un de ces fermés. Donc ça, c'est un schéma de preuve que vous avez déjà rencontré, qui est très classique en analyse fonctionnelle, et qui est important dans le contexte des groupes polonais. Un autre exemple d'utilisation des mesures de Baire, j'ai déjà dit, pour montrer que le groupe des bijections qui préservent la mesure de Lebesgue
était polonais, j'ai déjà dit qu'un groupe fermé dans un groupe polonais était à nouveau polonais. Et en fait, c'est un si et seulement si. Si vous prenez un sous-groupe d'un groupe polonais qui se trouve être polonais, pour la topologie induite, alors nécessairement ce sous-groupe est fermé. Là, j'admets un résultat qui est dû à Alexandrov, qui est que si vous prenez un sous-ensemble qui est polonais pour la topologie induite, automatiquement il est G delta, c'est-à-dire c'est une intersection dénombrable d'ouverts. Ça, c'est un théorème du début du XXe siècle, de la naissance de la théorie descriptive des ensembles, donc que j'admets ici, et qui met bien en valeur à nouveau le rôle des topologies, de ces hypothèses sur le fait qu'une topologie est polonaise. Donc, H, G delta, et par définition, il est dense dans son adhérence. Bon, ça, j'ai rien dit de bien révolutionnaire, mais ça signifie que chaque translaté KH, pour K dans H bar est un groupe, hein, c'est l'adhérence d'un sous-groupe, donc c'est un groupe. Chaque translaté KH est G delta, puisque c'est un translaté, et les translations sont des homéomorphismes, c'est un translaté d'un G delta. Chaque KH est à la fois G delta et dense, parce que la translation d'une partie dense est à nouveau dense. Baire me dit, j'ai deux intersections dénombrables d'ouvert dense, l'une c'est H, l'autre c'est KH, il n'y a pas le choix, leur intersection est à nouveau une intersection dénombrable d'ouvert dense, donc cette intersection est non vide. Mais ça, H inter KH est non vide, ça me dit que K appartient à H fois H-1, qui est la même chose que H, puisque H est un sous-groupe. Donc, mon groupe H est égal à son adhérence, et je viens de montrer que H est fermé. Et on voit ce schéma classique qui est une forme de définissabilité, donc un peu de théorie descriptive des ensembles. Ici, le théorème qui affirme que être polonais, ça implique être une intersection dénombrable d'ouverts. Et ensuite, une manipulation autour du théorème de Baire, qui permet d'obtenir un résultat de régularité supérieur à ce qu'on attendait ici, qui est que notre groupe H est nécessairement fermé. Je vais parler de structures uniformes, surtout parce qu'elles interviennent de manière importante quand on parle de groupes précompacts pour l'uniformité de Rölke, qui joue un rôle dans l'exposé de François. Je vais rappeler la définition. Donc, une uniformité sur un ensemble X, c'est une famille de parties de X croix X, qu'on appelle les entourages, avec une liste de propriétés. Bon, ça va sans doute être un peu rapide si vous n'avez jamais vu cette définition. On demande que pour tout entourage contienne la diagonale. Si E est un entourage, E-1 est aussi un entourage. C'est quoi E-1? C'est l'inverse au sens des relations. Si E-1, c'est l'ensemble des x, y, tels que y, x appartiennent à E, le symétrique de E. Et l'intersection de deux entourages doit être encore un entourage. Quelque chose qui contient un entourage est lui-même un entourage. Et finalement, la propriété la plus compliquée, sans doute, c'est tout entourage a une racine. C'est quoi f rond f? On dit x, z va appartenir à f rond f. C'est la même chose que de dire qu'il existe un y tel que x, y est dans f et y, z est dans f. Qu'est-ce qu'on a comme exemple d'uniformité? C'est, vous prenez une distance. Si vous avez une distance sur x, vous avez une structure uniforme dont les entourages sont une base d'entourage de la forme l'ensemble des x, y, tel que la distance entre x et y est, disons, plus petite que r. Base d'entourage, ça veut dire que vous regardez les parties qui contiennent un de ces entourages et vous espérez que c'est bien une uniformité, ce qui est le cas ici. Donc, quand on a une distance, on a naturellement une structure uniforme qui lui est associée. Et quand on a une uniformité, on a une topologie. Moralement, l'idée, c'est que votre uniformité vous définit une façon uniforme de dire que deux points sont proches. Il faut penser à x, y appartiennent à un même entourage comme x et y sont proches. Là, je n'ai pas demandé dans la définition à ce que l'uniformité soit séparée.
il faudrait dire que l'intersection des éléments de E est égale à la diagonale. Donc l'idée, c'est de ces structures uniformes, c'est d'abstraire un peu, de généraliser un peu le contexte des espaces métriques, et surtout, c'est important quand on manipule des groupes topologiques, parce que ce n'est pas la distance particulière qu'on manipule sur le groupe qui est importante, mais c'est sa classe à équivalence uniforme près. Si vous changez la distance, mais que vous ne changez pas ces suites de Cauchy, vous êtes fréquemment en train de manipuler en fait le même objet. Donc c'est le bon niveau de généralité pour travailler avec des groupes topologiques. Ça a été introduit, je crois, pour travailler avec des groupes topologiques. Et en fait, toute structure uniforme va être induite par une famille de pseudométriques. Donc c'est lié assez intimement à la notion de distance. Une première uniformité, l'uniformité à gauche sur un groupe topologique, c'est une uniformité qui est engendrée par des parties de la forme GH, où G s'écrit comme H fois un élément d'un voisinage arbitraire de 1. Donc ici, G et H sont proches si je peux passer de G à H en multipliant à droite par un élément qui est arbitrairement petit. J'ai dit multiplier à droite, pourtant ça s'appelle l'uniformité à gauche. La raison est que cette uniformité est invariante par translation à gauche. Si je multiplie G et H à gauche par le même élément, il reste aussi proche au sens de l'entourage que je viens de donner. Maintenant, vu que j'ai parlé d'uniformité, autant parler de la structure uniforme la plus fine qu'on manipule naturellement. Je ne suis pas sûr de ma translittération de Raikov. J'ai vu des I et des J, je ne sais pas quelle est la bonne pratique. Donc on peut regarder une structure uniforme très fine qui induit quand même la topologie de G, bon, si G est un groupe polonais. On demande que G et H donc, soient proches pour cette uniformité. Ça veut dire que je peux passer de G à H en multipliant à gauche par quelque chose de petit et aussi en multipliant à droite par quelque chose de petit. Donc GH-1 et alors, H-1G sont tous les deux très petits. Alors, si je reviens très vite sur S infini, donc dans S infini, essentiellement, sigma tau proche à gauche, je vais écrire comme ça de manière très informelle, c'est la même chose que sigma tau coïncide sur un segment initial très long. Puisque mon U, là, je peux penser que c'est les premiers entiers. Mais sigma et tau proche à droite, c'est le fait que sigma moins 1 et tau moins 1 coïncident sur un segment initial très long. Donc c'est quelque chose de très différent. En particulier, du moment que sigma et tau sont distinctes, vous prenez un i où elles prennent une valeur distincte et vous envoyez 0 sur i par une nouvelle bijection, pi. Si vous regardez sigma fois pi de 0, ça devient sigma de i. Tau fois pi de 0, ça devient tau de i. Et donc, vous voyez, en 0, sigma fois pi et tau fois pi sont devenus différents. Donc, en translatant à droite, la distance est devenue aussi grande qu'elle avait le droit. D'accord? Alors qu'en translatant à gauche, je n'avais pas changé ma distance de départ. Donc, sur S infini, les uniformités à droite et à gauche sont très différentes. Et quand on met les deux ensemble, on retrouve exactement la distance complète que j'avais donnée tout à l'heure, qui était quand on prenait en compte à la fois la distance entre G et H et la distance entre G-1 et H-1. Je suis un peu plus lent que ce que je voulais. Donc là, on retrouve essentiellement ce que je viens de dire, qui est que si jamais G était un groupe maîtrisable, disons polonais, vous prenez une distance compatible invariante à gauche, ça existe toujours quand le groupe est maîtrisable, et on retrouve la distance qu'on a vue tout à l'heure sur S infini. Le complété d'un groupe pour cette distance-ci est à nouveau un groupe topologique. Il y a un exercice à faire, mais ce n'est pas très dur. Essentiellement, il faut vérifier que si vous apprenez deux suites de Cauchy, leur produit reste une suite de Cauchy. Et donc, le complété est séparable, puisque c'est le complété d'un espace séparable. Polonais, puisqu'il est complet, c'est un groupe. Donc, G y est fermé par le résultat de structure que j'ai donné tout à l'heure. Donc, on vient de voir un peu vite qu'un groupe polonais est automatiquement complet pour cette structure uniforme. Encore une fois,
Vous prenez un groupe polonais, vous le complétez pour cette structure uniforme, vous obtenez un groupe polonais plus gros dans lequel G est dense. Quand un groupe polonais est dense dans un autre, automatiquement, ils sont égaux. On utilise, j'ai dit qu'on n'avait pas la mesure de Haar, donc on utilise fréquemment une notion analogue au sens de Baire. On dit qu'une partie est... Alors, le terme classique, c'est avoir la propriété de Baire. Moi, je préfère appeler ça des parties Baire mesurables. C'est vrai qu'il n'y a pas de mesure sous-jacente. Une partie est Baire mesurable si elle est égale à un ouvert à un ensemble maigre près. Il se trouve que ça nous donne une tribu qui contient la tribu borélienne. Donc, c'est pareil aussi de dire ici qu'une partie est Baire mesurable s'il existe un borélien tel que A delta U soit maigre. Donc, on retrouve exactement l'analogue d'une partie Haar mesurable qui sont les parties égales à un borélien à un ensemble de mesures nulles près. Et un théorème de Banach affirme qu'un morphisme Baire mesurable entre groupes polonais est toujours continu. Il y a un analogue pour les groupes Haar mesurables entre groupes polonais localement compacts qui a d'abord été démontré par Steinhaus dans le cas de R, puis par Weil en toute généralité. Donc là, tout ce que je voulais dire très brièvement, c'est qu'on a perdu la mesure de Haar, on a perdu cette façon d'associer un nombre à une partie, mais on a quand même une notion de grosseur qui se comporte de manière analogue et qui joue un rôle important dans les arguments. Donc, je voulais vraiment juste mentionner ça en passant. On a quand même une notion, une tribu à manipuler, et le résultat fondamental là-dessus, c'est que si une partie est Baire mesurable et n'est pas maigre, alors il existe un ouvert dans lequel elle est comaigre, ce qui permet de passer du local au global. C'est vraiment un théorème fondamental de structure sur les espaces polonais. Alors, c'est mon dernier transparent avant de parler de théorie des modèles. Très brièvement mentionner quelques phénomènes étranges ou surprenants peut-être sur les groupes polonais. Il existe des groupes polonais qui ont la propriété qu'à chaque fois qu'ils agissent par homéomorphisme d'un compact, il y a un point fixe global. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des groupes extrêmement moyennables. Ça a été beaucoup étudié ces 20 dernières années ou ces 15 dernières années suite à un article de Kekris, Pestov, Todorchevitch, des interactions avec la combinatoire et la théorie de Ramsey. Et c'est par exemple le cas du groupe dont on a parlé tout à l'heure, haute de 0,1 lambda. Du côté des représentations unitaires, la situation est à peu près aussi mauvaise que ce qu'on peut imaginer. Il existe des groupes polonais qui n'ont pas du tout de représentation unitaire non triviale. Un exemple, c'est les homéomorphismes croissants de R, ça c'est dû à Megrelishvili. Peut-être encore pire, il existe des groupes qui ont des représentations unitaires fidèles, mais aucune représentation unitaire irréductible. Donc on ne peut pas espérer décomposer les représentations quand elles existent comme somme d'irréductibles. Donc la théorie des représentations unitaires est... dans le cas localement compact, évidemment, la mesure de Haar, ça vous donne des représentations unitaires, et quand on sort de ce cadre-là, ça s'effondre. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse espérer avoir des sous-classes de la classe des groupes polonais où on a une bonne théorie des représentations unitaires, et ça fournit la matière d'une partie de l'exposé de François Lemaître demain. Un autre phénomène qui est peut-être moins naturel à considérer, mais qui est à l'origine d'une partie des interactions entre groupes polonais et théorie des groupes d'automorphisme, c'est qu'il existe des groupes qui ont des classes de conjugaison comaigres. Et alors, ce que j'appelle une classe de conjugaison diagonale, c'est vous prenez un uplet G1, Gn, et G agit sur ce uplet en conjuguant chaque coordonnée. D'accord, c'est ce que j'appelle une action diagonale dans cet exposé. Et quand on a cette propriété d'avoir des classes de conjugaison comaigres pour tout n, alors on a la propriété de continuité automatique par un théorème de Kekris et Rosendahl. Tout morphisme à valeur dans un groupe polonais est continu, et c'est lié à des questions de reconstruction. Ça a été considéré d'abord par des théoriciens des modèles dans un article de Hodges, Hodgkinson, Laskar et Sheila des années 90. Et aucun de ces phénomènes ne peut arriver quand on a des groupes localement compacts. Donc, ce que je voulais garder comme morale de cette première partie de l'exposé, c'est la classe des groupes polonais est beaucoup plus vaste que la classe des groupes localement compacts, mais il y a un prix très fort à payer quand on sort de la classe des espaces localement compacts, et beaucoup de propriétés naturelles
n'ont plus de raison d'être vraies, ou alors des choses qui étaient équivalentes ne le sont plus. Donc c'est un théorème de Veitch qui montre qu'on ne peut pas avoir de groupe localement compact extrêmement moyennable. C'est essentiellement la théorie de Gelfand-Neimark qui dit que ce que j'ai mentionné ici sur les représentations unitaires, ça ne peut pas se produire dans le cadre localement compact. Et c'est un résultat beaucoup plus récent de Vesolek qui dit qu'un groupe localement compact ne peut pas avoir de classe de conjugaison convexe. Ok, un tout petit peu en retard sur ce que j'espérais faire. On passe au lien avec la théorie des modèles. Et là, il va falloir que Bon, j'ai déjà pas mal agité les mains dans la première partie, mais ça va être encore le cas maintenant. Je vais essayer de vous donner une idée de ce que sont les objets basiques qu'on manipule en théorie des modèles. Et pour ça, il faut que je vous dise ce qu'est une structure. Et je vais commencer par faire, enfin, quasiment jusqu'à la fin de l'exposé, je vais faire de la théorie des modèles classique, discrète, et peut-être complètement jusqu'à la fin de l'exposé selon la façon dont j'arrive à gérer mon temps. Donc une structure du premier ordre, c'est vous avez un ensemble sous-jacent, qu'on appelle l'univers de la structure. Vous avez une certaine famille de relations qui ont une arité donnée, une famille de fonctions qui vont d'une certaine puissance de m dans m, et une famille de constantes. Donc ça, c'est des objets qu'on manipule. L'union des arités, des relations, des fonctions et des symboles de constantes, c'est ce qu'on appelle la signature de la structure. Donc ce qu'on garde en mémoire, c'est est-ce que j'ai des relations binaires, ternaires, des fonctions avec 4, 5 ou 6 arguments, et combien j'ai de constantes. Par exemple, un graphe, alors je mets de côté l'égalité, dont je considère qu'elle est toujours présente dans mes signatures et que la relation correspond vraiment à l'égalité entre éléments de n. Donc je ne la mentionne plus. Un graphe, pour décrire un graphe, vous avez besoin d'un symbole de relation binaire qui vous donne la relation d'adjacence du graphe. Pour parler d'un groupe, vous avez besoin d'un symbole pour l'élément neutre, 1, et d'un symbole pour la multiplication. Peut-être vous pourriez aussi rajouter un symbole pour l'inverse, si vous voulez, et il peut arriver que changer le langage qu'on manipule change ce qu'on peut dire de la structure. Par exemple, quand on manipule des corps, qu'est-ce qu'on veut utiliser pour des corps? On a un symbole pour le neutre pour l'addition, un symbole pour le neutre pour la multiplication, un symbole pour l'addition, un symbole pour la multiplication, un symbole pour l'inverse, alors qui n'est pas défini partout, donc peut-être il faut rajouter un symbole spécial pour dire il y a un problème en zéro. Et là, je viens de vous donner un langage qui permet de parler de corps. Quand on a une structure, je vais travailler avec des structures d'univers n, on a naturellement des automorphismes. Qu'est-ce que c'est un automorphisme? C'est quelque chose qui préserve les relations. Si un uplet appartient à la relation, son image par l'automorphisme doit y appartenir aussi, et qui commute avec les fonctions. F de G de x1, etc. G de xk, c'est G de F de x1, x. Donc c'est naturel. Quand vous parlez du groupe d'automorphisme d'un graphe, c'est ce que vous regardez. Le groupe d'automorphisme d'un corps, c'est ce que vous regardez. C'est l'objet naturel qu'on manipule. Comme j'ai mis l'égalité dans mes relations, ce sont toutes des bijections. Donc c'est un sous-groupe de S infini. Et c'est un sous-groupe fermé parce que préserver les relations ou les fonctions, c'est à peu près immédiat de vérifier que ce sont des conditions fermées. La base de l'interaction entre sous-groupe de S infini et théorie des modèles, c'est la réciproque. Si vous prenez un sous-groupe fermé de S infini, c'est le groupe d'automorphisme d'une structure d'univers n. Et il y a même une façon naturelle de faire ça, qui est, avec seulement des relations, vous faites agir diagonalement G sur toutes les puissances de n, et vous rajoutez un symbole de relation pour chacune des orbites de chacune de ces actions. D'accord? Donc vous avez les orbites sur les singletons, ça fait toutes les relations unaires, les orbites sur les paires, ça fait toutes les relations binaires, et ainsi de suite. Si vous regardez le groupe d'automorphisme de cette structure-là, c'est exactement G. Et maintenant, je vais parler de structures dont l'univers est N, pardon, et dont la structure est dans la signature, le nombre de symboles qu'on a dans notre structure est au plus des nombres. En théorie des modèles, on regarde. Ce n'est pas forcément naturel de regarder dans un premier lieu les structures à isomorphisme près. Ce qui est naturel, c'est de regarder ce qu'on peut en dire en utilisant des formules du premier ordre. Qu'est-ce que c'est une formule du premier ordre? Vous avez le droit d'utiliser les symboles de votre langage.
les symboles de relation, de fonction et de constante, et d'écrire les quantificateurs, quels que soient et il existe, qui portent sur la structure. Donc, par exemple, vous pouvez écrire, si vous avez un groupe, vous pouvez écrire pour tout x, pour tout x fois y égale y fois x. Ça, c'est un énoncé du premier ordre. Je suis en train de dire le groupe est abélien. D'accord? Ça, c'est parfaitement légal. Vous pouvez dire pour tout x fois x, donc je vais juste noter x carré égale 1. Le groupe est d'exposant 2, c'est un énoncé du premier ordre. Vous ne vous pouvez pas dire pour tout x, il existe un entier n tel que x puissance n égale 1, parce que ça, je ne sais pas ce que c'est extérieur à ma structure. Il faut une infinité d'énoncés pour dire, si vous voulez, ça, c'est pas une formule du premier rang. Donc, c'est interdit de quantifier sur les entiers ou sur quelque chose d'extérieur à la structure. Ce n'est pas une restriction arbitraire. La logique du premier ordre, c'est la logique la plus forte qui permet d'avoir le théorème de compacité, qui est vraiment le théorème de base de la théorie des modèles. Donc la raison pour laquelle on n'autorise pas ces formules-là, c'est que sinon on affaiblit considérablement ce qu'on peut faire en théorie des modèles. Donc on a ces énoncés, on a ces choses qu'on peut dire d'une structure au premier ordre, et on dit que la structure est Aleph0 catégorique si, quand vous avez dit elle est dénombrable et elle a cette théorie, vous l'avez complètement décrite à isomorphisme près. D'accord? Donc les énoncés du premier ordre, c'est a priori d'écrire seulement les énoncés du premier ordre, c'est a priori beaucoup plus faible que d'écrire la structure. Le cas favorable, c'est le cas où on a complètement décrit cette structure. Comme exemple, un exemple un peu bête, si vous regardez un ensemble infini et dénombrable, qu'est-ce que je peux dire d'un ensemble quand tout ce que j'ai, c'est l'égalité comme symbole? Ce que je peux dire, c'est seulement l'ensemble est infini, ou l'ensemble est fini et il a 17 éléments. Enfin, il a un certain nombre d'éléments. C'est absolument tout ce que je suis capable de dire avec un langage qui ne contient que l'égalité. En particulier, deux ensembles dénombrables qui ne sont pas finis, ils sont certainement isomorphes. Donc, c'est un exemple de structure Aleph0 catégorique. Plus intéressant, et je vais quand même prendre le temps de dire pourquoi, Q avec un ordre comme ensemble ordonné, c'est Aleph0 catégorique. Donc, on a un seul symbole de relation binaire qui, disons, décrit l'ordre strict. Comment est-ce qu'on décrit les rationnels parmi les ensembles ordonnés dénombrables? On doit dire qu'il n'y a pas de plus grand élément. Pour tout x, il existe y tel que x est strictement plus petit que y. Qu'il n'y a pas de plus petit élément. Et on doit dire que l'ordre est dense, c'est-à-dire que pour tout x, pour tout y, alors je ne sais pas la façon la plus élégante de le dire, si x est plus petit que y, alors il existe un z qui est entre x et y. C'est une façon de dire, l'ordre est sans extrémité et il est dense, tous les intervalles sont infinis. Entre deux points, il y a toujours un troisième élément. C'est un théorème de Cantor qui affirme que Q est le seul ensemble dénombrable avec ces propriétés-là. Et vous voyez, je viens juste de vous écrire quelques formules du premier ordre qui décrivent complètement la structure à isomorphisme près. Et là, je vais peut-être passer très vite sur ce transparent. Un théorème d'Albrandt et de Ziegler dit que avoir des groupes d'automorphisme isomorphes, quand nos structures sont à Aleph0 catégoriques, c'est la même chose que dire que les structures sont bi-interprétables, qui est une notion que je ne vais pas essayer de définir, mais ça veut dire, ça nous dit qu'il y a un lien très fort entre les propriétés modèles théoriques de la structure et les propriétés de son groupe d'automorphisme. Dans le contexte des structures Aleph0 catégoriques, on s'attend à pouvoir avoir des ponts entre, d'un côté, les propriétés modèles théoriques, donc qui sont stables par ce qu'on appelle une bi-interprétation, et de l'autre côté, les propriétés du groupe d'isomorphisme. Bi-interprétation, en quelques mots, ce que ça veut dire, c'est je peux trouver M d'une manière définissable dans N, et je peux trouver N d'une manière définissable dans M. Mais c'est assez technique la définition de cet objet. Mais on a un énoncé modèle théorique, enfin une notion modèle théorique de bi-interprétation qui correspond à l'isomorphisme entre groupes d'automorphisme en tant que groupe topologique. Il faut avoir la structure de groupe abstrait et la topologie du groupe, qui est fondamentale. Les groupes d'automorphisme sont, je suis sans doute passé trop vite, sont vus comme des sous-groupes de S infini, enfin, comme des sous-groupes des permutations de l'univers, et la topologie induite, c'est celle qui vient du groupe de permutation. Alors,
Maintenant, ce qui amène à la notion de groupe précompact pour l'uniformité de Rölke, c'est l'équivalence suivante qui suit de théorème d'Engelers, Benenius, Rhinlar-Zewski, de ce qu'on appelle le théorème d'omission des types, qui est que si, encore une fois, je dis que ma structure est d'univers n, pour simplifier, elle est Aleph 0 catégorique, c'est la même chose que de dire que quand vous la faites agir sur n, il y a un nombre fini d'orbites. Quand vous la faites agir sur n carré, il y a un nombre fini d'orbites, et ainsi de suite. Quand vous la faites agir sur n puissance k, où c'est à nouveau une action diagonale, g.n1 nk, c'est juste, je fais agir, alors je devrais écrire avec des parenthèses, je fais agir diagonalement sur les plaies, il y a un nombre fini d'orbites. On dit que la structure est oligomorphe, donc il y a un mot qui a été créé pour l'occasion, qui veut dire qu'il y a peu de formes. On retrouve les exemples de n, parce que c'est quoi les orbites de S infini sur n à la puissance k? Il y en a une pour... Enfin, il faut regarder quels termes sont égaux et quels termes sont distincts, et vous pouvez ensuite les envoyer les uns sur les autres. Donc, si vous énumérez au plus k éléments, il n'y a qu'un nombre fini de possibilités pour faire ça. Et pour Q, il y a autant d'orbites que de quasi-ordre à k éléments, qui est encore un nombre fini. Puisque si vous avez deux k-uplets et que vous avez le même quasi-ordre sur les deux, il y a une bijection de Q qui envoie l'un sur l'autre. Donc on retrouve les exemples de N et Q. Alors un théorème, bon, je crois que je vais quand même prendre le temps de le démontrer. Un théorème de Tsankov, publié en 2013, je crois, affirme que si vous prenez une structure à F0 catégorique, encore une fois d'univers n pour simplifier, donc dénombrable, à chaque fois qu'on prend un ouvert non vide dans le groupe d'automorphisme, vous pouvez écrire le groupe d'automorphisme sous la forme U fois F fois U, c'est-à-dire l'ensemble des U1 fois F fois U2, où U1, U2 appartiennent à mon ouvert grand U, et F est dans ma partie grand F. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Alors déjà, je peux supposer que mon ouvert U, bon, c'est un voisinage de base de l'identité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ceux qui fixent les n premiers éléments. J'ai dit que l'univers de ma structure, c'était n, mais sinon, vous dites, je fixe un ensemble fini dans ma structure. Ce qui compte, du coup, c'est que c'est un sous-groupe. Et la quantité, dire qu'il existe une partie finie, que mon groupe G, grand G ici, c'est haute M, s'écrive U fois F fois U, c'est dire que le bi-indice de U est fini. Je ne sais pas comment s'appelle cette relation où on prend des cossettes à la fois à droite et à gauche, mais vous avez une relation d'équivalence naturelle, vous faites agir G sur U et vous prenez le quotient de ça par U, et vous obtenez donc les classes bilatères. Et écrire que haute de M s'écrit comme U fois F fois U pour une partie F finie, c'est exactement dire qu'il n'y a qu'un nombre fini de classes pour cette relation-là. Mais c'est quoi le cardinal, le nombre d'orbites pour cette action? C'est un petit exercice de théorie des groupes qui dit que ça, c'est la même chose que le nombre d'orbites pour l'action diagonale de G sur U croix G sur U. Enfin, il y a un petit exercice à faire que je ne vais pas faire dans les 10 minutes qui me restent, mais c'est un exercice qu'on pourrait donner à des étudiants de L3 ou de M1, juste pour manipuler la notion d'action de groupe. On ramène en U, c'est un joli petit exercice de théorie des groupes. Mais qu'est-ce que c'est l'action de U? C'est le stabilisateur des entiers entre 0 et n. Donc G sur U, c'est finalement naturellement identifié une certaine orbite dans grand N à la puissance n plus 1, l'orbite de l'uplet 0 jusqu'à n. Comme G est oligomorphe, on a dit qu'il y avait qu'un nombre fini d'orbites pour toute l'action diagonale de G sur grand N puissance n plus 1 croix grand N puissance n plus 1, pour toute l'action de G sur les puissances finies de n. En particulier, sur G sur U croix G sur U, il n'y a qu'un nombre fini d'orbites. Donc on vient de montrer que si mon groupe est oligomorphe, c'est l'hypothèse que j'utilise ici, alors, pour tout ouvert non vide, le bi-indice ici est fini. Ce qu'on a montré, c'est en fait que le groupe G est précompact pour une nouvelle uniformité sur mon groupe topologique, l'uniformité de Rölke.
Alors, je vais peut-être écrire la définition. C'est celle qui a une base d'entourage de la forme GH, où peut s'écrire comme un élément de U fois H fois un élément de U, où U est un voisinage arbitrairement petit de 1. Donc cette uniformité est plus grossière que toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est plus facile d'être proche pour l'uniformité de Rölke que pour une des autres. J'autorise une multiplication à la fois à gauche et à droite par des éléments distincts. Euh, et la propriété, c'est vrai, bon, cette uniformité est maîtrisable hein, de toute façon dans le cas polonais. Et la propriété revient exactement à affirmer que le complété de G pour cette uniformité est compact. Le leitmotiv qu'on a vu dans la première partie, c'était que des phénomènes se produisaient dans le cas non localement compact, qui n'était pas possible dans le cas localement compact. Si vous prenez un groupe polonais localement compact, et que vous supposez qu'il est précompact pour l'uniformité de Rölke, ben, prenez un ouvert U qui est d'adhérence compacte, qui existe parce que G est supposé localement compact. Je viens d'écrire G égale U fois F fois U, en remplaçant U par son adhérence. G s'écrit K fois F fois K, où K est compact. À nouveau, par continuité des opérations de groupe, G est compact. D'accord? Donc, cette classe de groupe est triviale. Dans le cadre localement compact, ces groupes-là sont seulement des groupes compacts, sont très petits. Le phénomène contre-intuitif qui se produit, c'est que des groupes très gros, très riches, le groupe d'automorphisme de Q, par exemple, c'est un groupe très riche, il y a énormément de bijections. Le S infini, c'est un groupe aussi très riche. Donc, ce sont des groupes très gros, très loin d'être localement compacts, mais on vient de dire qu'ils sont précompacts pour cette uniformité-là. Donc, ils ont un complété compact. Et ça, alors, ça vient vraiment de travaux d'Uspensky, l'intérêt pour l'uniformité de Rölke. Et ensuite, c'est les travaux d'abord de Tsankov, puis de Beniakov et Tsankov qui ont mis, et aussi de Rosenthal, qui ont mis en lumière l'interaction avec la théorie des modèles. Alors, une propriété que je trouve très jolie et qui fait un peu un lien avec la propriété T, donc je vais prendre le temps de raconter ça. Si vous prenez un groupe précompact pour l'uniformité de Rölke, alors à chaque fois que G agit par isométrie, même de manière séparément continue, puisque je regarde orbite par orbite, toutes les orbites sont bornées. Pourquoi? Je vais faire ça en agitant un peu les bras, mais vous faites agir G sur G, vous fixez un point x0 dans l'espace sur lequel G agit, et ça, c'est Rölke uniformément continu. C'est un exercice à vérifier, mais c'est uniformément continu pour cette uniformité. Mais du coup, ça s'étend à une action du complété de G sur le complété de G fois x0. Et une action continue. Mais j'ai supposé que le complété de G pour l'uniformité de Rölke était compact. Du coup, on voit que les orbites sont très compactes, automatiquement. Et là, il n'y a pas de difficulté à vérifier cette propriété-là. En lien avec la propriété T, ça nous dit que si G est précompact pour l'uniformité de Rölke, alors automatiquement, toute action continue de G sur un Hilbert va avoir un point fixe. Parce que tout ensemble borné est contenu dans une unique boule de rayon minimal, dans un espace de Hilbert. Donc vous prenez cette boule de rayon minimal qui contient une orbite donnée, son centre, par unicité, le centre est fixe. Dans le contexte des groupes localement compacts, ça c'est équivalent à la propriété T. En général, ce n'est pas équivalent, ce qui explique qu'il est difficile de montrer que les groupes polonais Rölke précompacts, que ce n'est pas aussi simple que ça de montrer que les groupes polonais Rölke précompacts ont la propriété T. Il me reste à peu près 5 minutes. Donc, on a vu que être le groupe d'automorphisme d'une Je crois structure que à tu peux 0, prendre un petit peu plus de temps, hein, Julien. d'accord, merci. On a vu que être le groupe d'automorphisme d'une structure à F0 catégorique, ça impliquait être Rölke précompact. C'est presque équivalent dans le cas discret. Être Rölke précompact, donc ça c'est un théorème de Tsankov, pareil, publié je crois en 2013. Être précompact pour l'uniformité de Rölke, c'est pareil qu'être une limite inverse de groupe oligomorphe. Donc le groupe d'automorphisme de structure à F0 catégorique. Quelle est la différence? On a besoin de regarder une action de G sur N qui a un nombre fini d'orbites. Du moment qu'il y a un nombre fini d'orbites pour les actions sur les singletons, alors il doit y avoir un nombre fini d'orbites pour chaque action diagonale. Mais on a une petite échappatoire qui est que peut-être G a cette propriété, mais c'est le groupe
d'automorphisme d'une structure où, par exemple, on a nommé une infinité de constantes, où il y a une infinité d'orbites naturellement sur les singletons. Donc le groupe peut être que précompact. Et ça, c'est lié en fait à des choix de définition qui sont les bons dans le cas discret, qui ne sont peut-être pas les bons du point de vue de l'analyse. Et je finis en vous parlant un tout petit peu de logique continue et de ce qui se passe dans le contexte de la logique continue. L'idée de la logique continue, une intuition, c'est de remplacer un ensemble pur par un espace métrique et de remplacer le rôle joué par l'égalité par la distance sur cet espace métrique. Donc, au lieu de dire x égale y, on regarde la valeur de la fonction distance de x à y. Donc, une structure métrique, c'est la donnée d'un espace métrique complet et borné. Complet, c'est parce que de toute façon, on ne va pas arriver à faire la différence entre une structure et son complété en manipulant que des énoncés du premier ordre. Donc, de toute façon, moralement, vous ne manipulez que des choses complètes. Donc ça, c'est à cause de le pouvoir d'expressivité du langage vous force de toute façon à considérer des espaces complets. Borné, c'est important, à nouveau, pour avoir un théorème de compacité. On est obligé d'imposer des bornes. Donc les relations, maintenant, tout à l'heure, c'était juste des KUplets, un sous-ensemble de KUplets. Maintenant, c'est une fonction uniformément continue à valeur dans un segment. Si vous voulez, tout est à valeur dans 0, 1. Donc, on remplace l'ensemble à deux éléments 0, 1 par le segment 0, 1. On était capable de dire vrai ou faux, et maintenant, on est capable de prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. On demande aussi des fonctions uniformément continues, où vous mettez la distance du max sur le produit fini grand M puissance mj, et on nomme des constantes. Alors, une structure du premier ordre, au sens de tout à l'heure, c'est un exemple de structure métrique. Vous mettez la distance discrète 0, 1, c'est complet et borné. Les relations, elles sont à valeur elles prennent seulement les valeurs 0 et 1, mais elles sont uniformément continues. Les fonctions sont uniformément continues, et on a des constantes. Donc, c'est vraiment un paradigme qui généralise celui des structures discrètes. Là, on voit à nouveau une notion de signature. J'ai des arités pour mes relations et mes fonctions. J'ai nommé des constantes. Et on est obligé, pour avoir le théorème de compacité, d'imposer, de borner dans le langage le diamètre de ma structure et de donner les segments où les relations ont le droit de prendre leur valeur. Tout ça, c'est pour pouvoir faire des ultra-produits, si on adopte un point de vue utilitaire. Et on impose un module d'uniforme continuité pour que, quand on fait un ultra-produit, l'objet qu'on obtient reste uniformément continu. Donc ça, c'est des choses un peu techniques, mais pas fondamentales. Enfin, si fondamentales, mais peut-être pas à garder en tête en premier lieu pour l'intuition. Et on peut à nouveau définir une notion de formule ou de théorie. Si on pense que quelque chose est vrai, alors en logique continue, vrai, c'est plutôt 0. Mais dire que quelque chose est vrai, c'est dire que votre formule prend tout le temps la valeur 0. Donc, l'intuition, c'est qu'on remplace les quantificateurs, quels que soient ils existent, par les connecteurs sup et inf. À partir de ça, on peut composer des relations, des fonctions, faire essentiellement la même chose que la façon dont on définit une formule du premier ordre. Et donc, on peut parler des formules des formules du premier ordre dans le contexte de la logique continue. On calque la définition usuelle en remplaçant quel que soit il existe par sup et inf. Une fois qu'on a une notion de formule, on peut parler de théorie, qui sont les formules, les fonctions qu'on a quand on regarde notre structure préférée. Et on peut parler de structures à l'F0 catégoriques, qui sont je devrais dire séparablement catégoriques sans doute. Ce sont les structures dont l'espace métrique sous-jacent est séparable, et telles que la théorie caractérise la structure à isomorphisme près. On a à nouveau une notion d'isomorphisme naturel qui est la même qu'au premier ordre, qui est préserver les valeurs des relations, des fonctions, envoyer les constantes sur elles-mêmes. Et cette fois-ci, le groupe d'automorphisme est un sous-groupe fermé du groupe d'isométrie de MD. Donc, si votre espace est séparable, vous obtenez bien un groupe polonais, un sous-groupe fermé d'un groupe polonais. C'est mon dernier transparent. Tout groupe
Alors, j'ai mentionné tout à l'heure le théorème de Gao et Kekris qui dit que tout groupe polonais est le groupe d'isométrie d'un espace métrique polonais. Bon, ben, un espace métrique polonais, c'est une structure dans un langage où on n'a que la distance, mais ça, c'est pas quelque chose de canonique. Donc, il y a des façons plus naturelles de voir tout groupe polonais comme le groupe d'automorphisme d'une structure métrique séparable. Et maintenant, le théorème fondamental, alors préfiguré par des travaux de Rosendahl, puis énoncé sous cette forme par Beniakov et Tsankov, c'est que dans le contexte de la logique continue, c'est la même chose de dire qu'un groupe polonais est précompact pour l'uniformité de Rölke, et que affirmer que c'est le groupe d'automorphisme d'une structure métrique séparable à l'F0 catégorique. Et on n'a pas la petite subtilité qu'on avait dans le cadre discret, parce que la notion de séparablement catégorique dans le cadre métrique ne correspond pas tout à fait à la notion d'Aleph0 catégoricité dans le cadre discret. Il y a un choix de définition qui n'est pas tout à fait bon. Et donc, on voit apparaître à nouveau pour cette classe de groupe le fait qu'il devrait y avoir une interaction fructueuse entre théorie des modèles et théorie du groupe. Par exemple, pour revenir au groupe d'automorphisme de l'algèbre de mesure, c'est élémentaire de montrer que l'algèbre de mesure est une structure métrique LF0 catégorique. C'est vraiment pas très difficile à faire. Du coup, son groupe d'automorphisme est nécessairement précompact pour l'uniformité de Rölke, qui est un résultat initialement montré par Elie Glasny. Ce théorème-là de Beniakov et de Tsankov a unifié en fait diverses preuves du fait que des groupes polonais étaient précompacts pour l'uniformité de Rölke. Le théorème de reconstruction d'Albrand-Ziegler, sur lequel je suis passé très vite tout à l'heure, s'étend à ce contexte. Donc ça, c'est un résultat qui est dans la thèse d'Adrian Kaishou et publié dans un article en commun avec Itai Beniakov. Et ensuite, on peut développer l'interaction entre groupes polonais et théorie des modèles jusqu'à montrer des résultats remarquables, comme le théorème d'Ibarlucia dont vous entendrez parler demain. Mais pour cet exposé d'introduction, c'est la fin et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Julien. Je vous remontre une photo de Oui. tout le monde. Voilà. J'espère que vous arrivez à trouver les transparents sur le site. Il faut aller sur la page du programme et il y a aussi le lien qui a été donné dans le chat. Est-ce que je crois qu'on peut prendre un petit peu de temps pour des questions pour Julien, donc allez-y. Je vais commencer par une question qui doit brûler les lèvres à tout le monde. Qui était Rölke? Et je sais pas, je voulais regarder précisément qui était Rölke. J'ai pas, en fait, cette notion de Rölke précompacité, je l'ai trouvée que dans un livre, c'est dans le livre de De Vries de dynamique topologique. Et en fait, je sais même pas pourquoi Rölke a regardé Thomas, tu sais, toi, pourquoi Rölke a regardé ça? Alors, il a un livre avec Diderot dans Oui, il y a le lequel livre de... il écrit ça et il décrit la complétion de Rölke comme l'équation du produit de la complétion à gauche fois Oui. la complétion à droite ou à gauche deux fois avec l'action diagonale. Donc, c'est lui qui s'est intéressé pour la première fois à ça, je crois, mais je ne sais pas pourquoi, en fait, il y a des travaux d'Ouspensky qui montrent que ça, en particulier sur le groupe d'isométrie de l'espace d'Horizon borné, il s'en sert pour montrer que le groupe est minimal. Donc c'est vraiment Ouspensky qui a d'abord utilisé dans la chaîne de résultats qui a amené à ce dont on parle aujourd'hui, c'est Ouspensky qui a utilisé en premier cette notion-là, d'abord pour montrer des résultats de minimalité de topologie. Donc ça, c'est aussi présent dans un article de Beniakov et de Tsankov. Donc il a utilisé ce complété de Rölke pour montrer d'abord que la topologie du groupe d'isométrie de l'espace d'Horizon borné était minimale, mais historiquement, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ça a été introduit. J'aurais dû regarder. Si quelqu'un sait, qui écoute, qui n'hésite pas à intervenir.
Moi, je ne sais pas, mais j'ai regardé sur Wikipédia. En tout cas, Rölke, en fait, c'est quelqu'un qui a commencé en faisant des formes automorphes. C'est un étudiant de Hans Maass qui ensuite a travaillé avec Rankine, avec Selberg et avec Hans Peterson, qui sont des gens donc, qui sont très très connus dans la théorie des formes automorphes, avant de faire des choses manifestement complètement différentes. D'accord. Ça explique peut-être pourquoi moi je ne le connais pas. En tout cas, il faut sans doute souligner le rôle d'Ouspensky qui a vraiment fait, fait réapparaître cette notion-là. Ouspensky qui a fait énormément de choses sur les groupes topologiques dans beaucoup de contextes différents. Ça doit être lui qui a d'ailleurs appelé ça uniformité de Rölke, non? À ma connaissance, ça apparaît chez Ouspensky, oui. Il s'agit peut-être encore d'une d'une terminologie qui ne porte pas le nom de son auteur. On verra. Est-ce que quelqu'un d'autre posait des questions? Moi, je voudrais bien poser une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. C'est évident que c'est un peu naïf d'essayer de classifier les objets algébriques en isomorphisme près, spécialement s'ils sont infinis, mais cependant, comme les espaces polonais ils sont, dans ce sens, ils sont très dégénérés, ils sont tous borel isomorphes à espace de verre, je voulais savoir à quel point est-ce que c'est difficile de classifier les groupes polonais et si c'est pas du tout classifiable, est-ce que vous pouvez donner les exemples des groupes polonais qui sont très différents? Alors, les groupes polonais, si on veut les classifier, donc il y a une notion importante en théorie descriptive qui donne une définition de la complexité d'un problème de classification. Les groupes polonais, ça rentre en plein dans ce cadre-là, dans ce qu'on appelle la théorie de la réducibilité borelienne. Et de ce point de vue-là, l'isomorphisme entre groupes polonais, c'est effectivement extrêmement compliqué. Ça doit être la relation universelle parmi les relations induites par une action de groupe polonais. Mais ça, c'est parce que... C'est quoi la façon la plus simple de voir ça? Par exemple, même l'homéomorphisme entre espaces compacts, c'est quelque chose qui va être à ce niveau de complexité-là. Et si vous regardez leur groupe d'homéomorphisme, je pense que ça doit déjà avoir cette complexité. J'arrive pas à retrouver simplement pourquoi on peut s'attendre à ce que l'isomorphisme entre groupes polonais soit compliqué, mais on sait précisément à quel niveau de complexité c'est, et ce niveau-là signifie que vous n'aurez pas du tout d'invariant calculable qu'on peut associer à un groupe polonais. Par contre, une question qui est ouverte et intéressante, c'est la complexité de la classification des groupes Rölke précompacts. Parce que précompact pour l'uniformité de Rölke. Et ça, on ne sait pas aujourd'hui, je crois, montrer que ce n'est pas classifiable. Donc, classifiable de manière informelle, ça veut dire vous avez l'espace qui sert à coder les groupes polonais et vous voulez avoir une fonction borelienne définie sur cet espace qui prend comme valeur un réel. Et tel que deux groupes sont isomorphes, si et seulement si vous leur avez associé le même nombre réel. Un exemple, si vous prenez, un exemple très simple, mais si vous prenez des groupes, les groupes abéliens de type fini, vous regardez la décomposition du cardinal, vous faites des invariants avec ça. Là, c'est un cadre dénombrable. L'exemple classique, c'est sans doute les sous-groupes de rang 1, donc les sous-groupes de Q. Donc, en tout cas, on a une notion de classification borelienne. Et pour les groupes Rölke précompacts, on sait par des travaux c'est Tent, Nice et je crois Schlicht que c'est au plus dénombrable. Enfin, c'est pas très compliqué, c'est sous une relation dont toutes les classes sont au plus dénombrables. On ne sait pas si c'est classifiable. Et ça, c'est si je fais du mauvais esprit pour quelqu'un qui fait de la théorie descriptive, ça serait un résultat très amusant que ça soit classifiable, parce que ça permettrait de dire au premier degré, du point de vue de la théorie descriptive, la théorie des modèles est triviale. Du point de vue de la théorie descriptive, classifier les groupes d'automorphisme de structure à F0 catégorique est trivial. On ne s'attend pas à ce que ça soit trivial, mais il subsiste la possibilité que pour les groupes Rölke précompacts, on puisse donner des invariants. Mais en général, si vous prenez
De ce groupe de S-infini, tu veux dire. Non, même, je crois, même je crois pour les groupes. Alors, pour S-infini, c'est clairement ouvert, mais je pense que c'est ouvert en général pour les groupes Rolke précompacts. Je ne vois pas de raison pour laquelle ça ne le serait pas. Et je pense que les travaux de... L'idée de... En gros, tout ce qu'on sait sur ces groupes-là, c'est qu'ils ont seulement... Enfin, ce qu'on exploite, c'est que pour les sous-groupes de S-infini, c'est qu'ils ont seulement un nombre dénombrable de sous-groupes ouverts. Du coup, on a une structure naturelle et on a un objet naturel qui est une algèbre de Hilbert graduée qui est associée à un groupe Rolke précompact, mais on ne comprend pas la complexité des algèbres de Hilbert graduées qui apparaissent en lien avec les sous-groupes Rolke précompacts de S-infini. Peut-être que Thomas a raison que je devrais spécifier S-infini. C'est possible. Mais... Donc ça, c'est une direction de recherche qui a été très active en théorie descriptive depuis la fin des années 80, ces questions de calcul de complexité, et où on a maintenant beaucoup de résultats et où le résultat typique, c'est on a une borne supérieure naturelle sur la complexité et le problème qu'on se pose est exactement au niveau de cette borne supérieure. Donc ce qui sera intéressant pour les groupes Rolke précompacts, c'est que ça soit en dessous de la borne, pour les sous-groupes de S-infini, c'est que ça soit en dessous de la borne naturelle qui est la relation borelienne universelle à classe dénombrable. Mais je crois qu'on n'a pas... on ne sait juste pas faire pour l'instant. D'accord, merci. J'avais une petite question. Il y a d'autres espaces que les espaces complets où les théorèmes de Baire sont valables. Alors, je ne me rappelle plus jamais comment ça s'appelle, mais est-ce que dans ce cadre de groupe, est-ce que ça suffirait d'avoir quelque chose qui En fait, est le théorème de Baire pour que ça implique la complétude? On a effectivement les espaces de Baire, et il peut y avoir des groupes topologiques de Baire, même séparables, qui ne sont pas polonais. Donc ça ne va pas impliquer la complétude. En fait, la difficulté, c'est qu'on n'aura pas du tout un bon comportement des ensembles boréliens en général dans ces objets-là. Et du coup, tous les petits arguments de définissabilité où j'ai dit « Ah, ça c'est G delta, ça c'est… » Enfin, on n'a pas ça. Du coup, alors certains théorèmes se démontrent seulement dans des groupes de Baire. Je pense que le théorème de continuité automatique que j'ai mentionné, qui est tout morphisme Baire mesurable, est nécessairement continu. Je pense que celui-là est vrai entre groupes topologiques qui sont de Baire. Il faudrait vérifier, mais je pense que là, dans la preuve, on n'utilise vraiment que Baire, parce que tout ce qu'on utilise, c'est l'algèbre des parties Baire mesurables. Et je pense que ça, c'est un théorème de Banach qui montre ça. Mais en tout cas, on ne va pas arriver à avoir des choses comme… Donc la complétude, c'est important. En fait, la complétude et la séparabilité, ce qui est un peu surprenant, c'est que la séparabilité joue un rôle clé en fait du côté de la définissabilité des objets. Et la théorie descriptive, où on essaye de remplacer Baire par des choses du genre kappa Baire, on change de cardinal, on travaille avec un cardinal plus gros et on essaye de refaire ces choses-là, c'est extrêmement sensible aux axiomes avec lesquels on travaille. Et la théorie, là, on a vraiment de la théorie descriptive des ensembles basiques qui est cachée derrière ces groupes polonais, du genre une bijection borélienne, son inverse est automatiquement une fonction borélienne. C'est vraiment des trucs clés qui interviennent très régulièrement. Et ça, quand on sort du cadre séparable, on perd cette théorie descriptive et vraiment très, très, très fort. C'est-à-dire, on n'arrive pas à le faire. En particulier, là où on utilise des méthodes de Baire dans le cadre séparable pour dire du coup, tel groupe d'automorphisme est simple ou des choses comme ça, c'est très compliqué à faire quand on travaille avec des groupes d'automorphisme de structures qui ne sont pas dénombrables. Et en fait, fréquemment, quand on arrive à faire quelque chose, c'est qu'on manipule beaucoup de structures dénombrables, qu'on fait varier. On regarde les groupes d'automorphisme de ces structures-là et on recolle les choses ensemble. Donc là, je ne sais pas si c'est qu'on n'a pas les bonnes définitions ou si c'est naturel de s'attendre à ce que ça soit différent, mais c'est vraiment, pour les groupes polonais, c'est vraiment la conjonction de la séparabilité et de Baire qui joue un rôle clé.
Est-ce que tu peux nous donner la bijection de sigma infini, donc la classe de conjugaison et comaigre? Ah oui, ça, c'est un bon exercice sur Baire. Vous prenez une bijection qui n'a que des orbites finies et qui a une infinité d'orbites de tout cardinal fini. En fait, si on prend deux bijections de n, si elles ont les mêmes cycles, elles vont être conjuguées. Le même argument que dans le cas fini marche. Et du coup, deux bijections qui ont une infinité de points fixes, une infinité de points de période 2, et ainsi de suite, elles sont conjuguées. Et maintenant, il reste à voir que, à cause de Baire, ça, c'est le comportement générique. D'accord. Et même, on peut décrire explicitement, bon, là, ça amène sur ce qu'on appelle la théorie de Freisler, mais on peut décrire explicitement les bijections, enfin, les uplets génériques sur S infini. Et on voit que les comportements des objets qui sont produits par Baire, du coup, en fait, c'est pas forcément ce qu'on aurait envie d'appeler l'automorphisme générique de manière intuitive, parce qu'on aurait plutôt envie de dire que c'est des choses qui ont beaucoup d'orbites infinies, mais Baire produit toujours des objets dégénérés. Ça, c'est un phénomène général. Quand on construit des choses avec des probabilités, on a des objets qui se comportent très réguliers, et quand on construit des objets avec Baire, on a des trucs dégénérés. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je crois que c'est le moment de remercier une nouvelle fois Julien pour toutes les mathématiques qu'il nous a exposées. Je vous rappelle que demain à 10h30, on se retrouve pour l'exposé de François Lemaître. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à demain. Merci encore. Au revoir. Salut. Salut. Et à bientôt, Olivier. Salut Antoine.